avant de rentrer en première S, je voulais faire prof de solfège et je me doutais pas que 15 ans plus tard, je serais prof de solfège pour des algorithmes. C'est quand même assez marrant comme parcours. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Music Talks en français. Aujourd'hui, je vous propose de lever le voile sur le fonctionnement de Maestria, l'intelligence artificielle développée par Music, qui vous permet de donner vie à vos partitions papier ou PDF en les transformant en live score interactive, que vous pouvez donc écouter, accélérer, ralentir ou encore transposer. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Marie Chupot, qui est physicienne et chercheuse en intelligence artificielle, et qui a été l'architecte du développement de Maestria au sein de la société Magic Lamp avec qui les équipes Music ont travaillé depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Si vous voulez tout savoir sur ce qu'est l'intelligence artificielle, mais aussi le machine learning ou encore le deep learning, ou si vous souhaitez comprendre comment il est concrètement possible d'apprendre le solfège à des algorithmes, écoutez donc la suite de cette interview. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines interviews, de nos prochains tutos et surtout des dernières fonctionnalités de Music. Très bonne écoute. Alors bonjour Marie, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode des Music Talks en français. Alors du coup Marie, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs et nous présenter peut-être ta société Magic Lamp? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi. Donc, moi, je suis concrètement, je chapeaute le projet de R&D qui a donné naissance à Maestria au sein de l'entreprise Magic Lamp. Donc, pour présenter Magic Lamp brièvement, c'est une société que j'ai cofondée avec 3 amis il y a 2 ans et demi maintenant, qui a pour but de faire un pont entre la recherche académique, dont on est tous issus, et le tissu socio-économique, et notamment le secteur privé. Et notre spécialité, vraiment notre cœur de métier, c'est l'intelligence artificielle et la résolution de problèmes complexes grâce à elle dans différents domaines. Donc là, de la musique, mais dans des domaines très divers comme le droit, la propriété intellectuelle, l'assurance, la santé, etc. Donc, la raison pour laquelle je chapeaute ce projet, c'est parce que je suis musicienne amatrice. Voilà, j'ai une bonne connaissance de ce sujet-là et c'est aussi pour ça que j'ai adoré travailler sur ce projet-là. Et, et du coup, dans l'équipe, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés dans le deep learning, dans l'algorithmique, vraiment le côté informatique qui va avec tout ça. Est-ce que tu peux nous parler, toi peut-être nous présenter le dernier né un petit peu de vos recherches chez Magic Lamp, ou plutôt la dernière née en l'occurrence, donc Maestria, cette intelligence artificielle qui est capable de comprendre la musique, de comprendre le solfège, de parler cette langue universelle? Oui, donc effectivement, donc Maestria, c'est un outil qui est basé sur de l'intelligence artificielle. C'est pas, tout ne relève pas des réseaux de neurones, mais une bonne partie. Et du coup, son objectif, c'est de convertir, d'interpréter une partition. Donc concrètement, une partition à l'entrée, c'est quoi? C'est une image. Donc c'est un ensemble de pixels, ni plus ni moins. Et en sortie, c'est un musique XML ou un MIDI, typiquement. Donc c'est quelque chose, c'est un format dans lequel on a reconstruit la sémantique musicale, on a retrouvé la musique, on a fait sortir la musique de tous ces pixels pour comprendre ce qu'il voulait dire. Donc concrètement, c'est vrai que pour les utilisateurs de musique, ce que ça voudra dire, c'est que quand on OMRise sa partition, quand on la fait passer dans Maestria, on va en obtenir une version augmentée qui permet de faire plein de trucs. Ça permet d'écouter, ça permet de se faire un petit accompagnement MIDI dont on peut changer le tempo, qu'on peut transposer, avec lequel on peut jouer, etc. Donc ça fait un outil assez sympa, un terrain de jeu et d'expérimentation assez sympa pour les musiciens. Donc on a choisi d'utiliser du Music XML en sortie, qui est vraiment le langage universel qui est utilisé maintenant pour représenter la musique de manière structurée. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait exporter dans d'autres logiciels de notation. Ça permet de corriger, ça permet de changer le texte, etc. Donc c'est quand même assez puissant. Alors c'est super intéressant et du coup, je pense que nos auditeurs ont très envie de savoir concrètement comment ça fonctionne, parce que là, comme ça, quand on le dit, c'est magique. Alors justement, est-ce que tu peux clarifier un petit peu, s'il te plaît, pour moi qui suis complètement non initié à ces questions-là, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, ce que sont le machine learning, le deep learning, tous ces termes un petit peu obscurs pour moi? Oui, bien sûr. Donc, bon, sans rentrer trop dans les détails, mais donc pour commencer par le plus générique, c'est l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le champ d'étude, le champ de recherche qui consiste à faire reproduire une tâche humaine à un ordinateur, donc quelle qu'elle soit. Et ensuite, une sous-partie de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le machine learning, ou apprentissage automatique en français, mais on dit tous machine learning, voilà. Donc ça, grosso modo,
c'est un domaine dans lequel on utilise ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc là, le nom, bien sûr, est pas Ouais. anodin, hein, c'est en référence au cerveau humain, forcément. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les relations entre ces neurones vont être optimisées au cours d'un processus qu'on appelle l'entraînement pour permettre à cet algorithme, à ce réseau de neurones, de réaliser au mieux une tâche qu'on a décidé de lui faire apprendre. Et ce, à partir, c'est très important, d'un jeu de données qui est annoté. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on appelle une annotation? C'est la réponse à la tâche qu'on veut faire apprendre au réseau. En fait, si on y réfléchit, c'est vraiment similaire à ce que fait un jeune enfant quand il apprend le monde autour de lui. Je ne sais pas, si on veut faire apprendre à un enfant à reconnaître différents animaux, on va lui montrer des dessins, des images, les animaux en vrai, et c'est à force d'en voir qu'il va réussir à tirer une compréhension un peu innée, quoi, un peu innée, un peu acquise plutôt, mais un peu implicite, quoi, Oui. de ce qui fait qu'un chat, que cet animal, il est sûr que c'est un chat, cet animal, il est sûr que c'est un chien, etc. Voilà, donc c'est vraiment exactement le même principe. On présente, on est obligé de dire à l'enfant au départ que ça c'est un chat, que ça c'est un chien, que ça c'est un zèbre, etc. L'algorithme c'est pareil, il faut lui montrer plein d'exemples avec les bonnes réponses et après il fait sa cuisine en interne pour réussir à extraire. Alors c'est pas de la magie, hein, c'est des mathématiques, mais grosso modo il extrait les composantes importantes des images. Donc je sais pas, par exemple pour l'exemple du chat, on peut dire on va extraire par exemple que s'il y a des moustaches de telle manière ou que si les oreilles ont telle forme, etc., dans ce cas-là, c'est plutôt un chat, etc. Donc on va extraire des caractéristiques géométriques de l'image, des différentes corrélations entre les différents pixels, quoi, concrètement, pour en déduire une compréhension de ce que c'est. Et du coup, j'ai pas fini de répondre à ta question, donc il y avait aussi l'aspect deep learning. En fait, la puissance du deep learning, et ce qui fait que c'est vraiment un outil qui est très fort pour généraliser, c'est d'aller extraire, d'aller récupérer une compréhension globale des points communs entre les différents objets qu'il a vus en entrée et qui étaient annotés pour pouvoir généraliser et aller prédire sur. En gros, il n'y a pas besoin de lui présenter une image qu'il a déjà vue pour qu'il prédise. Heureusement, D'accord. c'est un peu limité, quoi. D'accord, donc dans notre cas, on a donc donné un grand volume de partitions, on en parlera justement après sur comment s'est passé l'entraînement de Maestria, j'ai envie de dire même l'éducation finalement de cette jeune enfant, cette jeune intelligence artificielle qui est appelée à grandir. On lui a donné énormément de partitions à analyser en la guidant au début. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout simplement lui donner n'importe quelle partition et qu'en fait, elle va tout à fait comprendre ce qu'on est en train de lui présenter et être capable d'en recréer, tu nous disais au début, la sémantique musicale. Alors, pour être précise, notre partie réseau de neurones, c'est pas tout Maestria, c'est juste, c'est son cœur, on va dire. Et Mhm. bien sûr, un être humain, il n'a pas besoin que de son cœur pour vivre, donc il y a tout le reste. Donc l'algorithmique, ça va être tout le reste du corps qui va assurer, qui va permettre de réaliser cette tâche. Et le cœur, c'est ce qui permet de donner la substance vitale à Maestria. Donc concrètement, nos réseaux de neurones, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont repérer dans la partition les différents objets musicaux. Donc typiquement, on va apprendre à nos réseaux de neurones à repérer les différentes clés, les différentes notes, les silences, les liaisons, les Mhm. symboles et que sais-je encore. Donc tous les objets qui constituent, les objets élémentaires qui constituent la partition. Mais bien sûr, ça suffit pas, parce que c'est pas parce qu'on sait qu'il y a une clé de sol à tel endroit, une note à tel endroit, qu'on va savoir comment ça sonne à la fin. Et c'est d'ailleurs en fait, c'est là tout le boulot qui se passe dans la tête d'un musicien. Un musicien, il va repérer les symboles musicaux et son cerveau va les agencer ensemble pour recréer du sens. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait avec Maestria. Donc un cœur neural dans lequel on repère les éléments élémentaires, les briques élémentaires, puis une étape algorithmique qui est là pour le coup vraiment déterministe, dans laquelle on dit d'accord, donc j'ai tel élément, ils sont organisés de telle manière dans la partition, donc ça veut dire qu'on est en sol majeur, ça veut dire qu'on est à 4/4, ça veut dire que là j'ai un groupe croche de double, etc. Donc on reconstruit ça et donc on a une partie non négligeable après qui traite l'information, qui fait du solfège, hein, concrètement c'est vraiment ça. D'accord. Ok, bah c'est déjà beaucoup plus clair, je pense, pour tout le monde. Il y a deux autres termes, peut-être, dont on peut parler, voilà, pour les musiciens qui s'intéressent un petit peu à ces questions-là depuis quelques années.
On entend parler de technologie d'OMR. Alors, tu pourras nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Et puis, en fait, depuis, il me semble, les années 90, voire peut-être avant, hein, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, on entend aussi parler d'OCR. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre tout ça et pourquoi il y a une différence, pourquoi on ne peut pas tout simplement utiliser des choses qui existaient déjà dans le cas de la musique? Ouais. Alors donc effectivement l'OCR, donc OCR c'est l'acronyme pour Optical Character Recognition en anglais, donc reconnaissance optique de caractère. Donc comme tu disais, c'est fait pour prendre une page de bouquin, on prend une image de page de bouquin et en sortie on obtient le texte, la succession de lettres qui constitue le texte. Et en fait, d'ailleurs, le terme OMR, c'est Optical Music Recognition, donc c'est vraiment le pendant musical, de l'OCR. C'est un peu trompeur de dire que c'est vraiment exactement le pendant musical parce que l'OCR, si je ne m'abuse, c'est vraiment c'est reconstituer la succession de caractères, mais il n'y a pas de notion sémantique. Alors que dans l'OMR, il y a une notion sémantique. D'accord. C'est pas juste repérer les éléments musicaux, c'est les agencer pour faire tout ce qu'il faut après. Et donc, tu parlais de traduction. Pour le coup, la partie traduction, c'est une partie qui concerne plutôt le champ d'études du NLP, donc c'est Natural Language Processing, donc traitement du langage naturel, qui va, lui, pour le coup, reconstruire la sémantique du langage. Donc concrètement, je pense qu'on peut dire que l'OMR, c'est l'OCR plus le NLP, mais version musicale. Il y a une difficulté intrinsèque à la musique qu'il n'y a pas dans l'OCR, c'est que, en fait, dans l'OCR, on a une succession de lettres. Il y a vraiment une séquence unidimensionnelle, désolé, les réflexes de physicienne. Donc, on a vraiment une séquence de lettres les unes après les autres. En musique, on n'a pas ça. On a bien sûr une séquence temporelle, puisque quand on écoute, pour des raisons évidentes, il y a une notion de séquence. En revanche, on peut avoir des éléments qui sont superposés les uns par-dessus les autres. On peut avoir plusieurs voix en parallèle, on peut avoir une nuance, un symbole, une liaison, un texte, etc. Donc, on va avoir besoin de gérer, en plus de la composante purement séquentielle de la musique, également le côté empilement d'informations et arriver à traiter ça. Donc, c'est pour ça que l'OMR, je dirais que déjà c'est plus ambitieux que l'OCR, parce qu'il y a aussi vraiment le côté sémantique. Mhm. Et c'est intrinsèquement, la donnée est plus compliquée et tout simplement, il y a beaucoup plus de symboles musicaux que de lettres dans l'alphabet. Enfin, 26 lettres et je ne sais pas combien de symboles, mais beaucoup. Donc, Oui, c'est vrai, une infinité, des variétés énormes, même selon les cultures, les traductions d'écriture, selon les époques, etc. Donc oui, je pense qu'on peut facilement se représenter que voilà, et de toute façon, on le sait un peu tous. On apprend généralement à lire au CP en quoi? Allez, 1 an, 2 ans maximum. Les utilisateurs de musique, nos auditeurs, sont bien placés pour savoir que l'apprentissage du solfège prend en général un peu plus de temps que ça, et que donc effectivement on est sur un langage beaucoup plus complexe. Comme on disait tout à l'heure, une intelligence artificielle demande à être entraînée. Donc nous, pour repréciser, Maestria, ça rentre plutôt dans la case effectivement de l'OMR et du deep learning. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, comment s'est passé cet entraînement? J'imagine qu'il faut effectivement une quantité de données assez hallucinante pour en fait être capable d'apprendre le solfège à un ordinateur, ou même pas un ordinateur, mais effectivement une intelligence artificielle. oui, tout à fait. Bah, de toute façon, ça vraiment c'est la caractéristique des projets de deep learning, c'est qu'il y a un besoin crucial. Enfin, en gros, s'il n'y a pas de données à noter en très grand nombre, c'est impossible à faire. Donc là, le point de départ, ça a vraiment été de trouver des jeux de données qui soient annotés, donc avec la réponse, hein, comme Oui. je disais précédemment, et suffisamment variés, suffisamment diversifiés, avec une composition statistique qui soit adéquate pour la tâche, etc. Donc, pour ça, il y a deux méthodes, quoi, grosso modo. Soit il existe des jeux de données qui sont annotés, qui sont présents, donc notamment pour les images, enfin, je veux dire des photos quoi, d'animaux, de personnes, etc. Ça, c'est des choses qui existent sur le net. En revanche, pour la musique, c'est beaucoup plus confidentiel hein, comme domaine. Donc, quand on a commencé le projet, il n'y avait quasi pas de jeux de données. Il y en avait quelques-uns, mais pas satisfaisants ni en termes de volume, ni en termes de diversité. Voilà. Donc, la deuxième option, et c'est celle qu'on a choisie, c'est de dire, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des données synthétiques. Donc, en gros, on a codé un générateur de partitions aléatoires à qui on donne à manger des instructions. On dit qu'on veut telle fréquence de tel symbole, etc. On veut combiner tel et tel élément. Donc, vraiment, c'est très, très personnalisable. On a fait en sorte que ce soit très personnalisable.
Et ça nous a permis de générer des formes musicales qui ne seraient jamais observables dans le corpus qui existe, parce que ce n'est pas du tout des choses qui sont courantes ou qui existent, mais ça permet en gros au réseau de neurones de voir suffisamment de diversité pour être capable de généraliser et donc pour être capable de prédire même sur des choses sur des partitions, des configurations qu'il n'a jamais vues. Donc ça, c'est la Oui, alors ça, c'est un point hyper intéressant parce que, effectivement, donc quand on lit la musique, voilà, pour des gens peut-être comme toi et moi qui sont habitués maintenant, qui ont eu une éducation musicale et qui ont appris tout ça, on sait lire une partition. Quand on nous présente un nouveau morceau, ben, on va tout simplement lire la partition, la déchiffrer et on va en avoir une compréhension. Et puis des fois, on va se retrouver face à, même nous, face à un symbole ou à une manière de noter les choses un peu étrange, qu'on ne comprend pas forcément et sur laquelle on va douter. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que plutôt qu'en partant voilà, de partitions existantes, d'un répertoire, en passant par cette génération aléatoire, vous avez pu finalement générer, forcer l'algorithme à être confronté à des cas étranges, peu communs, et à l'entraîner vraiment à reconnaître ces cas-là pour que, si je comprends bien, pour que en fait, le jour où on lui soumet une partition qui présente ces cas-là, eh bien, ça passe comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire, si tu me passes l'expression, mais qu'en tout cas, ça ne fasse pas bloquer l'algorithme, tout simplement parce qu'il n'aurait pas déjà été soumis à cette configuration. C'est ça, c'est tout l'enjeu en fait. L'enjeu, c'est d'arriver. En gros, l'enjeu quand on travaille avec des partitions, avec des données synthétiques de manière générale, donc ici avec des partitions synthétiques, l'enjeu c'est d'arriver à donner suffisamment de diversité pour que l'algorithme puisse généraliser et d'arriver à produire des partitions qui ressemblent suffisamment aux partitions cibles. Oui. Donc, typiquement, la vieille partition scannée que vous allez choper sur IMSLP, qui aura un contraste pas très beau, etc. Donc, il y a vraiment un impératif par rapport à ça d'être capable de générer des partitions qui ont l'air réelles. Et donc ça, c'est un gros élément, du travail de génération qui, en gros, d'arriver à salir artificiellement les partitions pour qu'elles aient l'air plus réelles. Donc on va typiquement changer le contraste, ajouter un effet de flou, ajouter des écritures manuscrites, mettre un effet de perspective, etc. Donc on a tout un tas de dégradations qu'on peut appliquer aux partitions pour qu'elles aient l'air Oui, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de la diversité des symboles musicaux en eux-mêmes au sein d'un système ou d'un autre, etc. Mais et aussi de vraiment se plonger dans ce que sera l'utilisation réelle de cet outil, c'est-à-dire je sors mon téléphone de ma poche, je prends une photo de la partition, et bien oui, ce ne sera pas un scan ultra HD dans des conditions de luminosité parfaite, etc., où il y aura peut-être des notes qui seront un peu floues, quelque chose comme ça, ou peut-être que ma partition est légèrement froissée, ou des choses comme ça. Et là, ce que tu me dis, c'est que vous, en fait, au-delà, en plus de vraiment avoir généré des formes musicales aléatoires, vous avez aussi fait ce travail de générer des dommages, des salissures sur ces partitions pour se rapprocher le plus possible d'un cas réel. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est tout l'enjeu, et c'est encore un vrai enjeu aujourd'hui, même après 2 ans et demi de projet. On a encore des partitions, on les voit, on se demande pourquoi est-ce que l'algorithme il n'a pas bien vu, il n'a pas bien repéré les objets dessus. Et voilà, il faut aller regarder en détail ce qui a pu. C'est là que tout notre travail est important. Comprendre ce qui fait qu'il n'a pas pu généraliser, parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et du coup, une fois qu'on l'a identifié, on peut le mettre dans le générateur et du coup, l'algorithme s'améliore au fur et à mesure. D'expérience, hein, ça nous est arrivé plusieurs fois déjà. Une fois, par exemple, on a vu une partition qui était extrêmement propre, donc vraiment, c'était pas à cause des salissures pour le coup que ça passait pas. Il n'y avait aucune barre de mesure. En fait, on a compris que c'était parce que les barres de mesure sur cette édition, elles étaient très fines et qu'à l'entraînement, le réseau voyait que des barres épaisses, donc incapable de généraliser là-dessus. Donc, une fois qu'on identifie ce genre de limitation, on se dit ok, il suffit dans notre générateur aléatoire qu'on peut personnaliser, on fait varier la taille des barres de mesure et l'épaisseur des barres de mesure, et comme ça, on a résolu le problème. Et il y a un vrai travail de feedback. C'est nous qui faisons le feedback en fait, parce que c'est nous qui devons analyser l'erreur, identifier si elle est vraiment au niveau de la partie reconnaissance réseau de neurones, auquel cas là il faut aller améliorer le générateur, ou si elle est au niveau de l'algorithmique, auquel cas ça veut dire qu'on a mal fait notre travail et qu'on a mal encodé nos lois du solfège, ou qu'il y a des lois auxquelles on n'a pas pensé, etc. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des repères peut-être numériques sur combien il faut donner de cas similaires à Maestria pour qu'elle soit capable finalement de les reconnaître et de les comprendre? Qu'est-ce que ça représente en termes de volume de données? Est-ce que tu aurais des chiffres comme ça à nous donner? Pour un ajout ponctuel, c'est pas clair. En gros, quand on veut ajouter un nouvel élément, il faut qu'il soit présent statistiquement suffisamment dans un jeu de données.
Après, pour la quantité, si tu parles, si tu veux savoir en gros quel est le volume de données dont on a besoin, typiquement, quand on fait du deep learning, on a besoin de beaucoup de données. Donc, pour un réseau de neurones, on va pouvoir avoir besoin de une dizaine, une vingtaine, une trentaine de milliers, et des fois jusqu'à une centaine de milliers de partitions pour apprendre. D'accord. C'est ça le volume typique. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de partitions générées depuis le début du Donc projet. oui, parce que là, tu nous dis, voilà, des dizaines, voire des centaines de milliers de partitions, de cas différents, mais pour reconnaître, pour apprendre une notion, si je résume bien. Donc ça veut dire que sur l'ensemble des notions à connaître pour voilà, comprendre la sémantique musicale et le solfège, en fait, on est effectivement, il y a quoi? C'est des milliards et des milliards de symboles. Enfin, Ouais, oui, il y a énormément. Là, je ne saurais pas chiffrer en termes de symboles, mais il y a effectivement énormément de. En cumulé, ça fait énormément de données, ça c'est sûr que. D'accord, bon, bah, on comprend bien le besoin de recourir à de la génération aléatoire, parce que en fait, Oui, à la main, non. oui, puis même, je ne sais pas si tout simplement il existe, je veux dire, même si on prenait, je sais pas, l'ensemble des partitions qui ont été écrites en notation actuelle, donc je sais pas, même depuis l'époque baroque, etc. Est-ce que finalement, même le répertoire réel serait suffisant, fournirait suffisamment à la fois de diversité et de similitude, si j'ai bien compris, entre elles pour entraîner ça, enfin, Non, c'est sûr que non. Parce qu'en fait, d'accord. en gros, une des clés vraiment pour les réseaux de neurones, c'est d'arriver. Donc, quand un réseau de neurones, ça va apprendre un certain nombre d'objets. Donc, par exemple, on va avoir un réseau qui va apprendre à reconnaître les silences. Pendant cet exemple-là, Mhm. une des clés pour arriver à bien lui faire apprendre comment faire les silences, c'est de voir à peu près le même nombre de chacun des types de silences dans la musique sur laquelle il va apprendre. Or ça, dans la musique, si on prenait le corpus de musique, même effectivement, comme tu dis, hein, depuis la musique baroque jusqu'à la musique contemporaine, il n'y aurait pas du tout, c'est impossible, il n'y a pas forcément toute la diversité, et on va avoir des symboles qui vont être très peu présents parce qu'ils sont peu usuels, il y en a d'autres qui seront beaucoup trop présents, et donc en fait, ça va être intrinsèquement déséquilibré et pas adapté à ce dont on a besoin pour bien faire converger un réseau de neurones. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les prochaines étapes de votre côté, un petit peu quels sont les points qui resteraient à améliorer, les prochains défis techniques vraiment à résoudre voilà, pour faire de Maestria une intelligence artificielle encore plus performante qu'elle ne l'est déjà? Alors, en termes de vraiment performance, donc il y a la performance brute des réseaux, donc tout ça, ça passe vraiment par un gros effort de génération et de salissure automatique pour arriver à bien recréer que nos intelligences artificielles elles soient les plus robustes au monde réel. Et après, il y a des difficultés intrinsèques et qui sont d'ailleurs des difficultés pour n'importe quel musicien. Le gros point de difficulté qui reste à l'heure actuelle, à mon sens, c'est vraiment le traitement de la polyphonie dans une même portée. Pas la polyphonie au sens conducteur d'orchestre, mais vraiment, j'ai une partita pour violon de Bach, il y a trois voix écrites sur la même partition, sur la même portée. Comment est-ce que je fais pour récupérer, pour comprendre que que telle note va dans telle voix, pardon, pour Oui, construire ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué, même pour. Si c'est un défi pour les humains, c'est forcément un défi pour les machines. Voilà, donc ça, je pense que c'est le plus gros challenge d'un point de vue technique. Et après, continuer à étendre à différents éléments, bien prendre en compte les percussions, typiquement, traiter les accords de jazz, enfin, les accords écrits, je veux dire, ce genre de oui. choses. Il y a encore des défis sympas à venir pour Maestria. Ok, donc pour résumer, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, tout ce qui va relever d'une notation, j'ai envie de dire, un peu classique, euh, enfin, voilà, de notions d'écriture, de notions de solfège, etc., ces sujets, bon, demandent effectivement à être améliorés encore, mais sont globalement derrière vous, et que là, maintenant, vous allez vous attaquer peut-être à d'autres manières, j'ai envie de dire, d'écrire la musique. Tu nous parlais effectivement des accords écrits de jazz, je me qu'il y a effectivement des questions de voicing et de comment tout ça, on peut le représenter derrière. Pour les accords, l'idée vraiment, là pour le coup, ça va être de faire de la compréhension de texte parce que du coup, c'est Oui, souvent textuel. Et ça d'ailleurs, c'est un des vrais. J'ai oublié ça comme point technique qui est encore compliqué à l'heure actuelle, c'est d'arriver à interpréter du texte musical en contexte parce que autant l'OCR sur une page de livre, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, enfin qui est bien maîtrisé par la communauté. Autant comprendre du texte quand c'est mot par mot et que c'est inséré dans une partition, que c'est noyé dans une foule d'informations musicales, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas des choses qui technologiquement sont mûres à l'heure actuelle et tout l'enjeu c'est d'arriver à reconstruire la sémantique textuelle cette fois, donc dire ok j'ai vu telle lettre, tel chiffre, telle altération, ça veut dire que c'est un fa mineur 7, etc. d'accord. Donc, arriver à refaire une compréhension à partir de ça. Ok, bon, bah, c'est intéressant. Donc effectivement, on comprend que c'est quelque chose déjà très très complet.
finalement, voilà, on reconnaît les notes, les rythmes, les accords, la polyphonie dans une certaine mesure et avec encore des améliorations qui arrivent. J'imagine que ça fonctionne aussi bien sur des systèmes simples mono-instruments que sur des systèmes complexes pour des partitions de conducteurs. Donc effectivement, une intelligence artificielle qui est déjà assez avancée dans son apprentissage du solfège et qui a encore de belles années devant elle. J'ai envie de te poser une question, c'est est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la manière dont s'est passée la collaboration avec les équipes musique tout au long du projet? Pour ce qui est de la collaboration, déjà, ça a toujours été super bien comme collaboration. Ça a tout de suite bien collé entre nos équipes. C'est rigolo parce qu'au départ, on n'était pas parti, c'était pas sur ce produit-là qu'on s'était mis d'accord, qu'on avait discuté au départ. Et puis en fait, à force de discuter, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin au niveau de l'OMR et surtout que l'intelligence artificielle pouvait apporter énormément à ce champ voilà, ce champ de recherche. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le projet. Je ne sais pas quoi dire de plus sur la collaboration. On a toujours avancé main dans la main, du coup, en faisant le pont entre le côté vraiment impératifs musicaux et nous, impératifs techniques. Et on a essayé de concilier ça au mieux pour développer quelque chose qui soit à la fois sain d'un point de vue technique et scientifique et fonctionnel d'un point de vue musical. Bon, bah, effectivement, c'est super. Alors, moi, pour partager un petit peu aussi mon expérience, bah, en fait, la même que la tienne. Moi, j'ai été ravi de travailler avec les équipes Magic Lamp pendant, voilà, c'est effectivement 2 années et demie déjà qu'on se connaît, qu'on a commencé à travailler ensemble. Et on est en train d'inventer un petit peu la suite, toujours en gardant ce côté vraiment intuitif du produit. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que dès la sortie publique de Maestria, les utilisateurs pourront analyser n'importe quelle partition PDF, la faire analyser par cette intelligence artificielle et en obtenir une version numérique. Ils pourront faire énormément de choses dans Music, ils pourront la sortir dehors et donc ça ouvre des portes d'interopérabilité avec tout un écosystème logiciel finalement musical qui sont voilà, les outils de chacun au quotidien. Écoute, j'ai envie de terminer peut-être sur une dernière question, Marie. J'aimerais bien savoir ce que toi, personnellement, tu retires un petit peu de ce travail. Voilà, est-ce que toi, ça t'a fait aussi progresser, grandir un petit peu voilà, dans ton champ de recherche? Est-ce que ça t'a été utile, finalement, voilà, de développer Maestria? Ah bah oui, oui, bah moi ça a été un plaisir tous les instants. C'est un peu Noël tous les jours depuis que je suis sur ce projet parce que la musique c'est vraiment ma passion depuis toute petite. Donc là, je concilie mon boulot et ma passion, donc c'est vraiment génial. D'ailleurs, c'est rigolo parce que avant de rentrer en première S, je voulais faire prof de solfège et je me doutais pas que 15 ans plus tard, je serais prof de solfège pour des algorithmes. C'est quand même assez marrant comme parcours. Donc oui, oui, j'ai appris énormément. C'était un vrai plaisir de faire ce projet et de le continuer parce que c'est pas terminé. Eh ben, écoute, le plaisir est partagé, Marie. Vraiment, on était ravis de travailler avec Magic Lamp et on sera ravis de continuer à le faire dans les années à venir. Écoute, merci beaucoup. Je pense que beaucoup de nos auditeurs ont envie maintenant d'en savoir un petit peu plus peut-être sur toi, sur Magic Lamp et sur ce que vous faites. Où est-ce qu'ils peuvent se diriger un petit peu pour avoir plus d'informations? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que toi-même tu as publié des choses comme ça? Si les gens veulent en savoir plus, où doivent-ils se tourner? Alors, donc, on a effectivement un site www.magic-lamp.com. J'ai publié un certain nombre de choses, pas sur le domaine de l'OMR, donc c'est Mhm. pas forcément pertinent là, mais on a bien en tête, et c'est dans les cartons, de publier des articles scientifiques sur tout ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi. D'ici quelques mois, je pense qu'il y aura de quoi lire un petit peu plus en détail pour ceux que ça intéresserait. Bon, eh ben, écoute, super. On manquera pas de mettre tous ces liens effectivement dans la description de cet épisode, à la fois pour le podcast et puis pour la série sur YouTube. Merci beaucoup pour ton temps, Marie. J'étais ravi de discuter avec toi. Et puis voilà, écoute, au plaisir de refaire un point peut-être voilà, d'ici 1 an ou 2 sur vraiment les prochaines étapes du développement de Maestria et tous ces problèmes extrêmement complexes, extrêmement intéressants qui restent à résoudre. Merci, Merci Paul. beaucoup, Marie.